Bonjour à toutes les développeuses et tous les développeurs. Bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Alors tout d'abord, nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du hors-série numéro 2, un spécial .NET 5, Azure et Windows. Alors dans ce hors-série numéro 2, qui est disponible depuis une dizaine de jours, nous ferons un point complet autour de .NET 5 et de tous les projets qui vont sortir entre maintenant et l'an prochain. Si vous avez suivi un petit peu les annonces de la build 2020, donc la build, je rappelle, c'est la grande conférence technique pour les développeurs de Microsoft qui se déroule généralement au printemps. Donc .NET 5, donc c'est la pile technique qui doit assainir un petit peu et unifier l'ensemble des briques .NET, les différents frameworks et surtout les différents noms, parce que il ne faut pas oublier qu'on avait le framework, on avait le core, on avait le standard. Donc là, effectivement, Microsoft a enfin décidé de revenir un petit peu sur tout ça et de réunifier un petit peu l'ensemble .NET. Donc ça, ce n'est pas plus mal. Alors, tout en sachant que .NET 5, c'est vraiment une première étape, parce que la véritable évolution va arriver avec .NET 6, qui sera disponible aux alentours de novembre 2021. .NET 5, c'est une version mineure, au bout du compte, avec relativement peu de nouveautés. Même si on a un C# 9, effectivement, qui apparaît dedans. Mais fondamentalement, on a assez peu de nouveautés. Les grands bouleversements techniques et de support vont vraiment arriver avec la prochaine version majeure, donc .NET 6. Et pour encore plus marquer le fait que .NET 5, au bout du compte, n'est qu'une étape, il faut bien avoir en tête que cette version n'est pas en support long terme, donc ce n'est pas à long terme support. C'est une version qui aura une durée de vie très courte, grosso modo 12 mois. La première version long term support du nouveau .NET, c'est la version 6 de l'an prochain. Ce qui ne nous empêche pas de vous faire de la veille techno dès maintenant sur de nombreux frameworks qui vont sortir à partir de maintenant et jusqu'à fin 2021. On va parler de Réunion, projet Réunion, donc projet très très important. Très bon article aussi sur WinRT qui connaît de très belles évolutions, sur UI aussi, donc toute la couche interface Windows. On va parler d'IoT avec Azure, on va parler de Farmville built aussi côté Azure, donc tout ce qui est, on va dire, agriculture intelligente, agriculture liée aux objets connectés. Donc beaucoup de choses, donc 84 pages dédiées vraiment aux technologies autour de .NET, Azure et Windows. Donc si vous êtes un développeur .NET au sens large, n'hésitez pas à le consulter. Donc hors série numéro 2, comme toujours, disponible en kiosque, abonnement, version papier et PDF. Et sort aussi le 30 octobre, donc le numéro normal de programmé, le 243, avec là encore beaucoup de choses. Et notamment, on revient sur la notion d'IoT. Qu'est-ce que l'IoT au bout du compte? Comment effectivement on va l'utiliser? Gros dossier aussi autour de Smalltalk. Alors Smalltalk, ce n'est pas forcément le langage le plus en vue actuellement. Et pourtant, vous verrez que Smalltalk déjà a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire des langages. Rappelons quand même que Smalltalk a été sans doute le premier langage avec de l'inventé objet, et de nombreux langages
vont être fortement influencés par Smalltalk. Donc, très beau dossier autour de Smalltalk qui mérite vraiment le détour. On revient aussi sur tout ce qui est low-code, no-code. Alors, je sais que c'est toujours un débat aujourd'hui autour de ça. Est-ce la mort du développeur? Alors non, je vous rassure, ce n'est pas la mort du développeur. Au contraire, le low-code a toujours besoin du développeur, donc là-dessus, aucun souci. Mais on fait un point vraiment complet sur le marché actuel et les bonnes pratiques que l'on peut avoir. Donc, numéro 243, disponible à partir du 30 octobre. Comme toujours, abonnement, kiosque, PDF et papier. Autre actualité autour de programmer, nos événements. Donc on vous rappelle que le prochain meet-up se déroulera le 10 octobre et on va parler serverless. Serverless côté Azure avec les Azure Functions, même si les grands principes, évidemment, s'appliquent à toutes les technologies de serverless que l'on peut trouver ailleurs. Aussi, le 19 novembre, notre grande conférence d'une demi-journée, la DEFCON, qui sera une DEFCON spéciale .NET 5 et technologie Microsoft, et avec un petit soupçon d'open source, évidemment. Donc le 19 novembre, à suivre absolument si vous êtes développeur Xamarin, .NET, Windows, Azure. Je vous garantis que l'agenda est super excitant, de très très bons speakers, des sessions niveau 100, 200, 300 à partir de 13h30 et jusqu'à 19h30. Donc vraiment une très très grosse après-midi avec plus de 10 sessions et quickies. Toutes les informations, tout l'agenda sur programmer.com comme d'habitude. Venez nombreuses et nombreux durant cette session. Alors, on voulait aussi revenir avec vous sur un point. C'est toujours intéressant de voir comment les éditeurs présentent leur nouveau langage. Alors, il y a quelques jours, il y a un développeur côté iOS qui a publié un post très intéressant sur l'usage de Swift au cœur même du système mobile d'Apple. Alors Swift, je rappelle, c'est le langage qu'Apple a créé pour remplacer le fameux langage Objective-C, qui est le langage historique de macOS et donc d'iOS, qui vient évidemment de Next Step, donc l'ancêtre direct de macOS 10 et d'iOS. Mais le gros inconvénient avec ce langage, donc effectivement on peut d'Objective-C, le problème c'est que il devenait très difficile à faire évoluer parce que les fondations sont là depuis très très longtemps et que c'est on peut pas dire que c'est un langage legacy mais pas très loin, donc très difficile effectivement de voir comment on peut le faire évoluer sans trop de casse au niveau de la compatibilité. Et ce post est très intéressant parce que il montre, même si Apple pousse très fortement Swift auprès des développeurs, et c'est bien normal, parce que l'avenir des plateformes côté Apple, c'est Swift, là-dessus, il n'y a aucun problème, mais il y a tout de même un problème fondamental, c'est que même si Swift, c'est pour eux l'avenir, on constate qu'au cœur même d'iOS, et c'est sans doute le cas aussi dans macOS, il faudra aller voir, Swift, oui, effectivement, les binaires en Swift sont présents, oui, effectivement, ils progressent d'année en année, mais sur les milliers de binaires que contient aujourd'hui un iOS, on constate que seulement quelques centaines sont écrits en Swift. Alors, la progression d'année en année, effectivement, existe. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais on constate aussi que tous les binaires en Objective-C y progressent aussi. Donc, on a aussi de plus en plus de code d'Objective-C parce que, au bout du compte, Objective-C est utilisé par tous les binaires entre guillemets historiques du système. Et donc, tant qu'ils ne sont pas réécrits entièrement, il est impossible de les migrer comme ça et de supprimer effectivement Objective-C. Donc on constate quand même que au bout du compte les équipes Apple sont coincées parce que même si effectivement il faut mettre en avant Swift,
il y a la réalité qui est incompressible et qu'il faut tenir compte, c'est l'existant. Et l'existant aujourd'hui, plus de 60%, plus de 70% des binaires aujourd'hui que l'on utilise dans son iPhone sont écrits en objectif C. Donc, et la réécriture de centaines et de centaines de binaires et d'applications ne se font pas comme ça. Il va encore falloir plusieurs années, sans doute 5 ans, au moins 5 ans, minimum 5 ans, pour qu'une majorité de binaires actuels soit effectivement réécrit en Swift. Ça prend du temps. La réécriture est toujours aléatoire. On sait que c'est un exercice qui est tout sauf simple. Et donc, Apple doit composer effectivement avec la réalité terrain. Et la réalité terrain aujourd'hui, c'est pas que les binaires ils sont en Swift, mais effectivement ils sont dans le langage historique. Et le langage historique, c'est de l'Objective-C. Donc là-dessus, effectivement, on n'a pas grand-chose à dire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les binaires, le code C et C++, ont tendance aussi à croître, tout simplement parce que comme l'iPhone utilise de plus en plus de capteurs, embarque de plus en plus de capteurs et qu'il y a besoin effectivement de tisser des liens entre les applications, le système et toutes les couches matérielles, et ces liens se font effectivement en C et C++. Donc la croissance de ces codes objets, de ces codes natifs, sont donc totalement logiques. Plus vous avez d'interaction avec le matériel, plus vous avez d'interaction très bas niveau, et plus vous allez être obligé d'utiliser du C ou du C++. Et l'exemple, effectivement, d'iOS 14 démontre bien que les interactions et les optimisations que l'on a au bas niveau sont très très importantes, et surtout, ça se fait qu'en code natif. Donc là-dessus, c'est tout à fait logique de voir que le C++ ont tendance aussi à prendre plus de place, effectivement, dans les lignes de code que l'on va avoir dans son téléphone. Donc ça, c'est aussi un constat qui est très intéressant. Si on regarde d'autres systèmes, que ce soit un Windows, un Chrome OS, bon, un Android, on aura aussi la même tendance. C'est que vous avez beau avoir des langages de haut niveau qui vont faciliter effectivement énormément les choses, qui vont rendre le développement plus rapide, mais à un moment donné, il faut bien que vos OS communiquent avec le bas niveau, avec toutes les couches matérielles. Et ça peut se faire qu'en C++. De toute façon, il faut du langage natif pour vraiment optimiser les choses. Et c'est pour ça qu'un .NET, un Windows ou même un Android, ils sont pas codés en Java, ils sont pas codés en Kotlin, ils sont pas codés en C#, en tout cas pas entièrement, parce que il faut pouvoir garder cette partie d'optimisation et de lien natif. Donc il y a toujours effectivement une ambivalence dans les discours. Alors oui, effectivement, on pousse du Swift, on pousse du Kotlin, on va pousser du C# ou ce qu'on veut, ou même du Rust, si on veut, mais il reste une constante que l'on voit partout, c'est dès qu'on attaque vraiment les basses couches, dès qu'on a besoin d'optimisation matérielle, on va passer toujours par du langage natif, C et C++. Quand vous faites de l'IoT, alors oui, effectivement, même en IoT, on va avoir des langages de haut niveau pour pouvoir coder rapidement des applications, mais en fait, si vous voulez commencer à coder vos drivers ou vraiment attaquer les trépages couches de l'IoT ou du MCU, donc le microcontrôleur, de toute façon, il n'y a pas de mystère, à un moment donné, vous allez faire du C ou du C++. Donc ça, dessus, il n'y a aucune ambiguïté, effectivement, à avoir. Autre petite news qu'on a vu aussi ces derniers jours, alors là on va très rapidement passer parce que on y reviendra dans un prochain podcast, je pense, c'est la nouvelle offre d'Ikula avec les microserveurs basés sur du Raspberry Pi 4. Alors c'est quelque chose de très intéressant parce que au bout du compte, il y a
peu d'hébergeurs qui proposent effectivement du Raspberry, alors soit du Raspberry, soit de l'équivalent, pour de l'hébergement comme ça. Donc c'est de la gérance et de l'infogérance habituelle de Ikula. Donc c'est Ikula qui va déployer l'EPI sur leur data center. Donc c'est très intéressant. Ça peut aussi correspondre à un marché parce que tout le monde n'a pas besoin de Blade, de serveurs LAM. Donc ça, c'est très intéressant. Le coût est très intéressant aussi. On est à moins de 5 euros par mois. Donc, ça peut paraître cher, mais en termes de ratio prix-performance, ça reste, à notre sens, très intéressant. Maintenant, à voir effectivement les usages que l'on veut en faire. Évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes performances avec une lame classique, hein, évidemment. Mais on trouve quand même que c'est une approche assez intéressante parce que on peut déployer effectivement un serveur web, on peut déployer un serveur de messagerie, on peut déployer un VPN. Donc c'est vraiment intéressant. C'est sans doute que l'offre va se répandre ici ou là. On sait qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, on a déjà des hébergeurs qui utilisent effectivement des clusters ou des ensembles de PI pour des clients. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça montre que les processeurs ARM, que les architectures ARM ont leur place évidemment dans les data centers. Hein. On l'a vu il y a quelques temps avec Scalway. Hein. Scalway a une offre autour de processeurs ARM. Peut-être que ça va enfin faire bouger un petit peu les lignes au niveau des data centers et des serveurs en reconsidérant la place des processeurs ARM effectivement dans ce monde-là. Donc ça, ce sera à suivre et Programmer ne manquera pas de vous tenir au courant dessus. Très bonne journée et à très bientôt sur programmer.com et le magazine. Salut!